Bonjour à tous, je me lance dans un exercice difficile, c'est-à-dire le format horizontal pour YouTube, même si j'ai pas vraiment de communauté YouTube et que je ne suis pas une grande influenceuse. Je trouve que c'est important d'aborder le sujet que je vais aborder avec vous. Alors, je vous explique. Demain matin, le 23 mai, je vais me faire opérer, donc pour l'adénomieuse et pour une salpingectomie bilatérale. Donc, on va faire quoi? Salpingectomie bilatérale, c'est-à-dire qu'on va passer en célioscopie par mon bidou pour aller retirer totalement mes trompes. Et thermocoagulation de l'utérus. Et donc là, on va passer par les voies naturelles pour aller brûler, je sais pas trop, faire des trucs, retirer des choses de mon utérus et essayer de nettoyer un peu tous les dégâts de l'adénomiose, etc. Je suis ultra angoissée, ça va être sous anesthésie générale. Que vous dire? Je suis maman, malgré les maladies que j'ai, je pourrais en reparler sur une autre vidéo. J'ai réussi à être maman à 4 reprises, donc j'ai 4 enfants. Et malgré ça, on va devoir passer par là parce que les conséquences de l'adénomiose sur mon corps sont assez compliquées au quotidien. C'est-à-dire que je ne dois pas être la seule à le vivre, mais c'est des saignements quotidiens. C'est des... Alors on dit pas hémorragie, mais bon, métroragie ou ménorragie, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire se vider de son sang, littéralement, au quotidien. Ça va être des pauses entre les règles de, allez, 3 jours à 10 jours si j'ai vraiment de la chance. C'est des tout petits temps de pause que j'ai et encore, bah, entre-temps, il y a aussi des douleurs. Les douleurs ne sont pas que au moment des règles, les douleurs sont aussi en dehors. Pour les rapports, vous savez bien qu'il y a la dyspareunie, donc du coup, les douleurs après rapport. Il y a plein de choses en fait, il y a plein de conséquences. Je pourrais parler de tous les symptômes, les nausées, les malaises, les douleurs, l'anémie, la fatigue, euh, les crampes, les douleurs dans... Surtout moi, c'est le bras gauche et l'épaule gauche. Donc tu as l'impression que tous les 4 matins, tu vas faire un AVC alors que finalement, c'est l'endométriose qui travaille, l'adénomieuse qui travaille à l'intérieur. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, il y a trop de symptômes. Alors on va faire des insomnies parce qu'on a mal, puis finalement on a besoin de se reposer, donc c'est compliqué. On est ultra fatigué, on a hyper mal, on se colle une bouillotte, je me brûle le ventre à la bouillotte parce que je prends une bouillotte, un peu de grand-mère comme on dit à l'ancienne, je la remplis d'eau bouillante de la bouilloire, ce qui n'est absolument pas conseillé et je vous ne le recommande absolument pas. Parce que finalement, toutes les autres techniques qu'on a essayées avant pour les douleurs ne fonctionnent pas. Tous les traitements qu'on a essayés, hormonaux, pilules, etc., n'ont pas fonctionné. Tous les antidouleurs ne passent pas, ils repartent comme ils arrivent dans ma bouche. Donc ça ne fonctionne pas, on fait quoi? On prend une bouillotte, on la met à fond, bien chaude, et on la cale contre le ventre jusqu'à me plier en quatre dans mon lit, à ne pas comprendre quelle position il faut que je prenne pour aller mieux, à pas savoir, et à m'appuyer littéralement la bouillotte jusqu'à l'intérieur de mon être, dans le ventre, à appuyer comme une dingue et à me brûler littéralement le ventre. Il y a des conséquences dont on ne parle pas, donc du coup il y a ces brûlures au ventre qui sont visibles, mais je ne sais pas si je peux vraiment les montrer en vidéo là. Et deuxième conséquence, c'est que pour remplir cette bouillotte, quand tu as une crise de douleur en pleine nuit et qu'il est 3 heures du mat, que t'es pas trop réveillé, mais en même temps t'as mal, etc., bah tu fais quoi? Tu te remplis une petite bouillotte avec la bouilloire et évidemment tout glisse. Et donc je me suis brûlée il y a un mois et demi, je sais plus. Ici au second degré, donc le côté là et l'arrière que vous verrez pas parce que je suis en bleu sur cette vidéo. Voilà, sur YouTube il faut une ring light blanche. J'ai décidé que mon ADN c'est le bleu, mes cheveux sont bleus et je me suis dit on va tout mettre en bleu. Cette vidéo n'a aucun sens. Je sais pas si je vais faire un montage parce que je suis pas douée pour ça. Je sais pas si je vais cut. Mais tant pis, vous avez toutes les émotions en vrac. Bref, du coup, je me suis brûlée au deuxième degré et j'ai fini à l'hôpital parce que j'ai voulu faire une bouillotte pour essayer d'atténuer la douleur de cette maladie qui me rend vraiment mal. Voilà. Il y a des conséquences surtout sur le quotidien quand on est maman et qu'on doit gérer. Et bah c'est très compliqué, mais on le fait quand même parce qu'on n'a pas le choix, qu'on l'a décidé, qu'on l'a voulu, on est maman. Donc on doit se lever chaque matin, 6h30, 7h, pour être au taquet jusqu'à 19h30, 20h30, voire voilà, 20h30 max, pour évidemment s'occuper de tout ça. C'est compliqué.
Il faut garder l'énergie parce que les enfants, bah, pour ma part, sont en bas âge, donc il faut faire des petites sorties, il faut, se balader avec eux et j'adore ça, vraiment. Faire des jeux avec eux, des activités, faire les repas, faire le ménage, faire les soins, les bains, les trucs et en fait, on n'a pas le temps. En fait, souvent j'aime bien dire, je me dis que, déjà quand on est parent, c'est pas forcément facile au quotidien, on a tous des galères et quand on est parent, du coup, famille nombreuse et puis on ajoute la maladie. Voilà, parce que honnêtement, je vais pas vous mentir que si j'étais pas malade, mon quotidien avec mes enfants ne me poserait aucun, mais alors aucun souci, vraiment. Je le vivrais très bien et j'arriverais vraiment mieux à affronter mes journées. J'ai des souvenirs de moments où j'allais bien. Maintenant, c'est des souvenirs parce que ça remonte à plus d'un an où j'ai encore eu des moments où j'étais vraiment au taquet. Donc, comment dire? Je sais plus, je me suis perdue. J'ai pas de fil conducteur, c'est vraiment au feeling. En gros, ouais, j'ai très peu de souvenirs et d'une longue période où j'ai été vraiment bien pendant une longue période. Je crois que c'est pas arrivé, dans ma vie. J'ai toujours eu des douleurs et cetera et depuis que je suis maman, beh, je dois avoir le sourire, enfin, en tout cas, je m'efforce de l'avoir le plus possible, de tout tourner au positif en permanence, tout en souffrant le martyre à l'intérieur et pour avoir vécu des accouchements sans péridurale, eh bien, je peux vous dire que, c'est comme si j'étais en train d'accoucher et que je devais en même temps m'occuper de mes enfants, tout en souriant et donc c'est très dur, voilà. Donc bah, ce qui se passe, en fait, en général, c'est que je vais faire mon quotidien de maman, je vais faire ma vie, je vais travailler et cetera et les crises, le soir, quand je suis allongée et que je prends le temps de me poser dans mon lit, c'est là où tout explose. C'est comme si mon corps me disait: «OK, maintenant tu as plus rien à penser à part toi. On va te montrer tout ce que tu as souffert dans la journée et on va te l'envoyer en puissance 10 000. C'est maintenant que tu vas tout ressentir ta journée». Et alors là, les crises, c'est, un festival. C'est un festival, c'est le ventre qui gonfle, donc ce qu'on appelle l'endobelly, quand le ventre, se met à gonfler et qu'on a l'impression d'être enceinte de 5, 6, voire 7 mois parfois, tellement c'est gonflé en fait et c'est inconfortable, c'est gênant. Je parle même pas des symptômes digestifs, donc bah, diarrhée, constipation, il y a une alternation, nausées, vomissements, et toutes les joyeuseries, ballonnements et cetera, qu'on peut se taper avec ça. Ça finit par contrôler finalement notre vie. J'en suis venue à calculer tout ce que je mangeais à l'avance. À chaque fois que je veux me faire plaisir, bah, j'évite de le faire. Les seuls plaisirs que je vais m'accorder, ça va être un bout de saumon avec du riz. À un moment donné, je vais me dire: «Tiens, je vais me faire un truc, je vais me lâcher, je vais prendre du saumon, je vais» alors le saumon, ça m'agresse pas trop, donc ça va, mais il faut pas en manger trop. Mais pour autant, voilà, il y a plein de choses, tiens, je vais me faire une viande. Bon, excusez-moi les ceux qui sont végétariens, je respecte totalement votre choix et je suis totalement d'accord avec vous parce que je mange pas beaucoup de viande non plus. Mais je vais vouloir me faire un petit kiff, me dire: «Tiens, je vais me prendre une viande». Je sais qu'après, bah, pendant 2, 3 heures, je vais devoir, m'allonger ou alors, vivre au ralenti parce que ça va me faire super mal. Je prévois déjà, où sont les toilettes parce qu'il faut que je sois pas très loin si jamais. C'est plein de problèmes. C'est vraiment plein de problèmes. Donc j'ai appris à devoir, jongler avec ça, tellement ça me met une pression au quotidien que quand je dois passer, parce que j'ai pas terminé mon permis de conduire, je l'ai raté une première fois parce que justement j'avais été hospitalisée la veille et je suis en cheminement pour le terminer, à nouveau. Bah, quand j'ai 1 heure de conduite, je sais que pendant 1 à 2 heures, je vais devoir conduire et dois être full concentrée sur la route. Et je sais qu'à tout moment, une crise peut survenir. Pardon, ou des saignements qui vont me gêner, et cetera. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas alors admettons mon heure de conduite, elle va être en fin de journée, ou le matin, bah, je vais y aller à jeun. Ou alors en fin de journée, je vais manger 1, 2 bananes, une petite portion de riz. J'adapte pour être le moins malade possible, pour moins souffrir possible. Sauf qu'évidemment qu'en mangeant pas ou en mangeant moins, on ressent aussi des douleurs parce que le corps, t'appelle pour te dire: «J'ai faim, nourris-moi» et du coup ça engendre d'autres douleurs mais je me dis: «C'est moins pire que» et c'est une adaptation que je dois faire tout le temps, pour travailler. Bon, j'ai de la chance parce que maintenant je travaille de chez moi,
Mais mon métier est un peu particulier puisque je travaille dans le milieu, on va dire, pour adultes. Et qu'est-ce que ça engendre? Bah, ça engendre que si je saigne tous les jours, je ne peux pas travailler. Je ne peux faire que des shootings photos, ce genre de choses et essayer de m'adapter, de cacher, de tricher quand je saigne. Je ne peux pas bosser. Et même, j'ai essayé de travailler, bon, j'ai travaillé dans des travails plus classiques, euh, barmaid, en vente. J'ai fait quoi d'autre? J'ai été en, comment on appelle ça? Ah, vous savez, les téléopérateurs téléphoniques, etc. Voilà, j'ai tenté plusieurs choses. Excusez-moi, il y a des choses devant ma caméra. J'ai tenté plein de choses et en fait, je me suis toujours dit et je me suis toujours sentie seule face à ça. J'avais des douleurs en travaillant, même quand je faisais des stages et tout à l'époque. Je me suis toujours dit, mais comment les gens ils font pour travailler tous les jours de, je sais pas, de 8 heures à 17 heures, peu importe. Comment ils font pour tenir debout toute la journée? J'avais l'impression que c'était moi qui étais faible et que tout le monde ressentait les douleurs que j'avais. Mais admettons, je sais pas, ils avaient une capacité, une résistance à la douleur plus forte que moi. Et ils arrivaient à travailler jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, on n'est pas tous à souffrir et c'est pas normal de souffrir comme ça. Souffrir autant pendant les règles, avoir des malaises, des douleurs, ce genre de choses, ce n'est pas normal. On nous apprend à 14 ans, bah t'inquiète, t'as tes règles, t'as mal, c'est normal, repose-toi, ça va aller, t'inquiète. Et au mois prochain. Non, c'est pas ça en fait. Et du coup, au début, je pensais que tout le monde souffrait comme moi. Donc quand j'avais hyper mal en travaillant, que je souffrais mais que je travaillais quand même, quand j'ai fini par lâcher en me disant je ne trouverai jamais un travail dans lequel je pourrais bosser toute la semaine parce que je vais devoir prendre des congés, je vais devoir faire des arrêts quand je vais saigner énormément ou quand je vais souffrir, je vais être obligée de prendre des arrêts, je vais être obligée d'embêter mes patrons avec ça et ça va me nuire en fait sur mes revenus, sur mon travail, sur ma qualité de travail, surtout sur la vie sociale. Et je me suis rendu compte que non. Déjà, tout le monde ne souffre pas. Que en plus de ça, on peut travailler aussi en ayant de l'endométriose, mais voilà. Que bah il y a peut-être des solutions finalement. Et quand j'ai eu tous mes diagnostics, ça a pris des années. J'ai commencé à comprendre tout ça et depuis un an, la maladie s'est accentuée dans le sens où avant ça, il y a comme si le syndrome des ovaires polykystiques et l'adénomiose se battaient. C'est-à-dire que pendant 6 mois, je n'allais pas avoir de règles, SOPK. Et d'un coup, pendant 3 semaines, des règles qui ne s'arrêtent pas. Hop, excusez-moi. Des règles qui ne s'arrêtent pas, adénomiose. Et c'est comme si ça se bataillait en permanence. Et pendant un temps, ça s'était stabilisé. L'adénomiose, je saigne en permanence. Et j'en peux plus en fait, j'en peux plus. Donc il y a cette opération qui arrive, en gros il y a 2 semaines et demie, j'ai reçu mes derniers résultats d'IRM, parce qu'en plus de ça j'avais fait 3 IRM, on me disait oh non il n'y a pas d'endométriose, il n'y a rien, bon on soupçonne que c'est ça mais on ne sait pas. Il y a 2 ans on m'a dit enfin oui vous avez le SOPK, voilà donc j'ai commencé à être suivie. Et là, il y a 3 semaines, ce n'était plus des doutes. Alors à chaque fois sur les échos, c'était rigolo, hein. C'était parce que j'ai fait plein d'échographies. C'était oui, on voit effectivement une image, mais bon, on verra pour la prochaine. Puis sur la prochaine, oui, on revoit une image, mais bon, ça ne nous inquiète pas. Puis après, oui, il y a bien une image, mais bon, c'est rien. Et là, j'ai enfin trouvé une personne qui me fait une échographie et qui voit les choses déjà en échographie. Et ça, déjà pour le voir en IRM, faut être calé. Mais en échographie, franchement, GG. Donc, elle me prescrit une IRM, je fais l'IRM. Une semaine même pas. Non, je dis des bêtises, le jour même. Le jour même de l'IRM, je crois, ouais, le soir même, j'ai reçu mes résultats. Je pensais qu'il fallait attendre une semaine comme d'hab ou 2 semaines. Là, je les ai le soir même. Appel du gynéco, le lendemain, boum, rendez-vous avec mon gynéco. Et donc là, il m'a programmé mes opérations du coup pour là le 23 mai. Donc ça doit faire 2 semaines et demie. Je crois il y avait 15 jours, quelque chose comme ça, entre l'annonce des diagnostics vraiment officiels, même si on le savait avant, hein, on n'est pas bête quand même, et entre l'opération, enfin les opérations. Pour les infections aux trompes, je faisais des salpingites à répétition et n'allez pas me dire oui, c'est une IST ou MST, peu importe. Il y en a qui peuvent l'avoir de cette manière. Cependant, moi, avec toutes mes douleurs et tous mes saignements, vous vous doutez bien que c'est pas la fête dans la salle de jeu tous les jours. C'est très rare en ce moment.
Je suis franche avec vous, j'ai pas de tabou. C'est très rare quand ça arrive et je déclenche des salpingectomies, je crois que c'est non, pas salpingectomie, pardon, des salpingites, je me perds. Je développe des salpingites quand il y a pas de rapport. Donc ce n'est absolument pas lié à ça, c'est juste mon corps qui décide de faire plein de trucs et de lancer des maladies à droite à gauche. Voilà, c'est juste ça. Ça n'a aucun lien et on peut l'attraper autrement d'ailleurs, renseignez-vous, hein, pour ceux qui savent pas. Donc on a décidé du coup aussi de retirer les trompes et comme mon projet n'est pas d'avoir d'enfants puisque j'en ai 4 et Dieu merci, j'ai fait le travail, hem et bah, il y a aucun problème pour moi à être stérile, au contraire, limite ça m'enlèverait encore une angoisse de plus dans ma vie, parce qu'il m'arrivait pas mal de trucs, mais je pense qu'on fera des vidéos parce que là je vous raconte tout en vrac, je suis en pleine explosion d'émotions et je pense que je vais juste vous faire des vidéos avec des thématiques, hein, avec de la vraie lumière parce que là je me suis mis dans le bleu et parler de sujet par sujet pour que vous puissiez suivre et comprendre. Là, c'est un peu comme un vlog, je déballe toutes mes émotions comme ça, je vous envoie tout, dans la tête et faites-en ce que vous voulez. Je ne sais pas, comme j'ai dit, s'il y aura un montage et j'ai un débit de parole assez rapide puisque j'ai l'habitude de faire des lives. Donc ça se peut que cette vidéo, en plus, soit difficile à suivre, à comprendre et tout est mélangé, tout est voilà. Dites-vous, c'est un premier jet. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos YouTube. J'en ai fait énormément à l'époque parce que j'avais une chaîne YouTube quand j'étais jeune qui traitait de l'agoraphobie où je vloguais chaque journée de mon agoraphobie, les symptômes, etc. Et j'ai fait sauter toutes les vidéos, j'ai tout passé en privé parce que je n'assume plus. Je n'assume plus la personne que j'étais à ce moment-là. Donc j'ai enlevé cette chaîne, donc j'avais l'habitude de faire des choses posées à ce moment-là. Puis après, j'ai fait deux trois vidéos, dont une où j'ai parlé bah, du reportage où certains m'ont vu à la télé sur Énergie 12 à l'époque. Donc c'était une vidéo beaucoup plus posée et normale. Bref, vous voyez, là c'est un peu l'expression de comment ça se passe dans ma tête. C'est clairement, quand vous regardez cette vidéo, comme si vous étiez dans mon cerveau. Vous avez toutes les informations, vous avez toutes les émotions mélangées. C'est vraiment comme ça dans ma tête. En tout cas, la chose que je dois dire, c'est que l'endométriose ou l'adénomiose, le SOPK, les infections aux trompes, ce genre de choses, tout ça, c'est un sacré parcours du combattant et il faut un sacré courage pour affronter ça, que ce soit seul ou même en étant entouré. D'ailleurs, je n'ai pas de vie sociale, donc les amitiés, entre guillemets, c'est des amitiés bah, du coup virtuelles. J'ai très très peu d'amis dans la vie réelle, voire ça se compte ici, hein, vraiment, peut-être même sur deux doigts. Ça se compte vraiment en petit nombre. Donc, j'ai jamais personne à la maison qui pourrait venir me soutenir dans ces épreuves. Donc, je suis en couple et je peux avoir du soutien par moment par cette personne qui m'accompagne au quotidien. Mais disons que j'ai pas un entourage familial très proche. Disons que les liens familiaux sont assez coupés avec pas mal de monde. Il n'y a pas vraiment de communication et de soutien et ce genre de choses. Tout ce dont on rêve tous, c'est d'avoir une famille unie, liée, que dans les bonnes épreuves, enfin dans les bonnes choses de la vie comme dans les épreuves, on soit toujours solidaires et ensemble. Une famille qui ne se juge pas, qui... Bon, je m'évade encore, hein. On va reparler d'un autre sujet, de ce sujet plus tard, mais en gros, ce rêve de famille idéale que bah, je n'ai pas, mais que du coup je suis en train de construire avec mes enfants. Le fait de ne pas avoir ça, c'est beaucoup plus dur, je trouve. Enfin, plus dur, non, mais c'est difficile en plus pour supporter les maladies et les opérations et les interventions et les hospitalisations et tout ça, tout ce chemin-là. Franchement, le truc que j'aimerais vous dire, c'est soyez bien entourés. Choisissez les personnes, évidemment, de votre entourage à qui vous pouvez vous confier là-dessus et qui pourraient vous accompagner, que ce soit dans les hospitalisations ou juste à discuter ou pour vous appeler pour en parler, etc. C'est hyper important d'être entouré. Si vous ne l'êtes pas, essayez de trouver des professionnels de la santé, genre des psychologues et tout. Malheureusement, en tout cas par chez moi, les délais sont très longs pour avoir des rendez-vous.
Et bon, on peut pas tout traiter en une séance de 1 heure, donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais voilà. Conseil, soyez bien entourés. Si vous ne l'êtes pas, allez voir des professionnels de la santé. Si vous n'avez pas les moyens, allez vers un CMP. Et soyez bien suivis si vous ne trouvez pas de gynéco qui soit à votre écoute sur la maladie, qui ne vous croit pas dans vos symptômes, qui ne va pas chercher plus loin que bon, bah vous avez cette maladie, vous voulez un enfant? Non? Bon, bah du coup, c'est pas grave. Essayez avec cette pilule-là et puis on verra plus tard. Euh, Allez voir d'autres gynécos, d'autres professionnels jusqu'à ce qu'on trouve ce que vous avez. Et même si c'est pas l'endométriose, ça peut être autre chose. Mais ne vous arrêtez pas à un professionnel si vous sentez que ça va pas, que vos symptômes sont pas normaux. N'hésitez pas à en parler et à vraiment à creuser dans l'annuaire, quitte à faire des kilomètres. Parce que je suis désolée, il faut qu'on fasse des kilomètres quand on n'est pas en ville pour avoir un bon suivi et avoir quelqu'un qui vous croit, qui soit à l'écoute, qui fasse les bons examens et qui trouve ce que vous avez. Pour ma part, c'est 1 heure de route aller, 1 heure de route retour pour ça. C'est, évidemment de l'attente parfois pour, les rendez-vous. C'est une galère. Voilà. Donc, n'hésitez pas à creuser là-dedans, soyez entourés. Et pareil, si vous trouvez sur les réseaux sociaux, parce que c'est là aussi pour ça, des personnes qui ont la même maladie que vous, n'hésitez pas à les contacter pour avoir des conseils, pour pouvoir échanger des témoignages ou pourquoi pas se rencontrer autour d'une tasse de thé pour en discuter et se soutenir. Voilà. Je pense que dans l'idéal, j'aimerais bien créer un espèce de truc, un espèce de groupe de discussion où tout le monde peut parler, genre un groupe WhatsApp ou je ne sais pas. Peut-être que Discord ce serait plus approprié parce qu'on pourrait faire plusieurs salons pour plusieurs thématiques sur la maladie ou plusieurs maladies là-dedans, gynécologiques, pour qu'on puisse toutes se soutenir dans ce combat. Mais je pense que ça existe déjà, donc j'en ferai pas, comment dire, un projet de faire ça, clairement, parce que je me dis, bon, il doit y en avoir déjà plein. Il y a des associations, il y a déjà des personnes qui ont des réseaux sociaux avec des canaux où on peut discuter, etc. Donc, je vais pas me lancer là-dedans. Cependant, si vous avez besoin d'en parler, que vous ne trouvez pas d'oreille attentive, même si je ne suis pas toujours très réactive aux messages, j'essaye de l'être. Et n'hésitez pas du coup à me contacter moi pour qu'on puisse échanger nos témoignages. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynécologue, je ne pourrais pas vous soigner, mais je peux quand même apporter mon témoignage ou mon expérience ou des petits conseils que j'ai mis en place qui fonctionnent bien. D'ailleurs, j'en ai un peu marre de voir sur les réseaux. Alors oui, l'alimentation joue énormément sur tout ça. C'est-à-dire sur les symptômes en tout cas, pas sur la maladie, mais sur les symptômes. On peut atténuer beaucoup de symptômes avec l'alimentation et une hygiène de vie. Bah oui, allez-y, les filles, on fait 1 heure d'exercice doux par jour. On va manger un truc vraiment strict à chaque repas. Et on va dormir évidemment 8 heures par nuit pour être au top et avoir le moins de symptômes. Mais dans le quotidien, les gars, c'est pas possible. On peut évidemment s'adapter, mettre des choses en place. J'ai 4 enfants et comment dire, je ne peux pas non plus être totalement restrictive avec eux sur la nourriture. Je ne peux pas dire, bah maman va manger ça, donc vous allez manger autre chose. Alors oui, je me fais des repas séparés, mais parfois j'ai envie d'échanger un repas avec eux, de pouvoir manger comme eux, ou alors qu'ils puissent manger comme moi. Donc au quotidien, c'est compliqué de toujours devoir s'adapter. C'est compliqué. Alors par contre, pour la nourriture, évidemment, je suis ultra stricte, mais je le suis beaucoup trop avec moi-même. Et c'est pas un conseil que je donne. Mais j'en ai marre ouais, de voir sur les réseaux qu'on nous dise allez-y, mangez ça, vous allez voir, vous allez péter le feu, ça va être trop bien. Prenez 3 compléments alimentaires comme ça, mangez ça, et puis et faites un peu de yoga et dormez bien. Pardon, pardon. On est des humains, on n'est pas des machines. Alors oui, on peut essayer. Oui, quand on veut, on peut. Alors ça, c'est très, très facile à dire hein, aussi. Mais dans le quotidien, c'est clairement pas possible. Quand je me tape une crise de douleur à 3 heures du mat, est-ce que je vais avoir mes 8 heures de sommeil? Je ne pense pas. Quand je passe de 20h30 à minuit et demi sous la couette avec ma bouillotte pliée en 4 parce que j'ai trop mal, parce que je souffre trop, est-ce que je vais réussir à dormir? Non, je vais pas faire mes 8 heures de sommeil. Alors on fait quoi? On fait quoi? C'est quoi la solution? Je sais pas. J'ai tout testé. J'ai tout testé. Je sais que ça fonctionne. Oui, dormir bien, ça aide. Oui, manger bien, ça aide. Oui, un exercice physique doux, ça aide. Oui, des compléments alimentaires peuvent soulager aussi. Je mens pas parce que j'en consomme du coup. Mais on peut pas imposer ce qu'on fait, enfin ça à tout le monde et c'est pas forcément possible dans les chemins de vie de chacun en fait. On ne peut pas, comment dire, chaque être humain est différent
Et la maladie, elle a autant de formes que de personnes qui l'ont, finalement. Donc, on ne peut pas forcément suivre ça. S'il vous plaît, arrêtez de nous mettre un peu des injonctions à suivre ce rythme qui est aussi fatigant mentalement. Parce que ça veut dire zéro lâcher prise. Ça veut dire qu'on doit être tout le temps dans le contrôle du sommeil, de la nourriture, de l'activité physique. Et honnêtement, c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible. Oui, on peut le faire. Quelques jours par-ci par-là. Voilà. Mais on peut pas suivre ce rythme toute notre vie. Bazar, j'ai 30 ans. Et si je dois contrôler absolument tout, jusqu'à la fin de mes jours, et j'espère la plus loin possible, je sais pas si mentalement je vais suivre. J'ai peur de devenir un peu trop dans le contrôle. Je suis un peu déjà trop dans le contrôle avec mon corps. Et j'ai peur que ça dépasse un peu le truc, quoi. Que ça devienne vraiment un problème à terme. Peut-être qu'un jour, avec l'opération, les opérations, et, en suivant, en mettant pas la pression, mais en continuant quand même à essayer de dormir le mieux, manger le mieux, j'arriverai à mentalement et physiquement être bien. Et je l'espère et je le souhaite à toutes. Mais pour le moment, c'est compliqué. Donc voilà, je fais un peu l'état des lieux, hein. Là, on a parlé de tous les sujets. J'ai pas dit on va parler juste de la maladie ou juste de l'opération. On va tout mettre, on va vous balancer ça. Et quand j'aurai la tête à ça, je vous ferai un truc cadré. Je sais le faire, je peux le faire. Mais là, tout de suite, j'ai la flemme. Je vous mens pas. J'envoie toute ma force à toutes les personnes qui doivent être opérées, qui sont dans le combat, etc. J'envoie tout mon soutien. Et honnêtement, grosse force à nous parce que, purée, qu'est-ce qu'on... Enfin, on est forte en fait. On est forte, on est des battantes, on est des warriors. Et même s'il y a des moments où on va pleurer, on va craquer, on va être dans le mal, on va se dire mais je vais jamais réussir à vivre toute ma vie avec ça, c'est pas possible. Comment je vais faire pour tenir ne serait-ce qu'une journée de plus avec cette maladie? Ne baissons pas les bras. On est des personnes capables, on va y arriver. Et, on est des battantes. Regardez déjà tout ce qu'on a traversé jusqu'à aujourd'hui. Regardez par quoi on est passé. Regardez, on est encore là, on est encore debout, on arrive encore à parler, on arrive encore à vivre. Là où il y en a plein qui n'ont pas la chance, cette chance-là. Donc, gardons espoir. Et j'espère que la médecine va de mieux en mieux évoluer à ce niveau pour que les diagnostics soient faits plus rapidement. J'ai eu mes premières règles à 14 ans, je crois. 14 ans et demi, je sais plus. Donc assez tardivement, je crois, mais bon. Ça a toujours été une souffrance. J'ai dû louper des semaines d'école, enfin de collège pour ça. Et disons que ça a pas mal joué sur ma scolarité, sur plein de choses en fait, sur beaucoup de choses dans ma vie. Et, je suis encore debout. Et ça a pris... Allez, on m'a diagnostiqué le SOPK en 2023. Voilà. Donc c'est très récent. Et on m'a appris, on m'a dit oui, vous avez peut-être, toujours des peut-être, on va tester telle pilule. Par contre, ils disaient pas que j'avais l'endométriose directement ou de l'adénomiose. C'était des... Bon, on n'est pas sûr, mais dans le doute, on va tester cette pilule. Alors on a testé une pilule. Hop, je vomis. Allez, ça dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ils me disent, vous inquiétez pas, au début c'est dur, mais après votre corps va s'y faire. 3 semaines dans le mal, 3 semaines à ne plus manger rien d'autre que des petits bouts de banane. De faire des hypokaliémies et de l'anémie parce que du coup, je ne peux plus rien avaler, je suis une loque, je peux plus me lever. Après, ils disent, bon, on va tenter une autre pilule, vous inquiétez pas, celle-là, elle est un peu moins forte, ça devrait aller. On teste, pareil, hop, ça repart. On en teste une autre. J'en ai testé 4 ou 5, 5 dans ma vie. 5 en tout dans ma vie. Et je peux vous dire que je ne veux plus entendre le mot pilule sortir de la bouche d'un professionnel en face de moi. C'est plus possible. Ça convient à plein de personnes et franchement, les personnes qui sont bien avec ça, continuez et faites vraiment ce que vous voulez. C'est vraiment votre corps et si vous le supportez bien et que tout va bien, honnêtement, je vais pas vous déconseiller de le faire, je suis pas dans le complot, mais je veux plus en entendre parler. Je veux plus jamais qu'on me sorte ce mot et je ne veux plus avoir affaire à cette pilule. Plus jamais. D'ailleurs, les stérilets, c'était même pas possible non plus. Bref, les implants, tout ce qui est hormonal, finalement. Voilà. Et on m'a dit oui, au pire, il y a le stérilet qui est pas hormonal. Ouais, pas de souci. Bon, apparemment, ça fait plus de règles, mais vous inquiétez pas.
Oui, bah les gars, je me vide déjà 3 semaines par mois. Je crois qu'on peut éviter d'en rajouter. Laissez mon corps tranquille, j'ai envie de vivre. Bref, c'était mon état d'âme. Elle dure longtemps cette vidéo, 30 minutes. Bon, peut-être qu'avec le montage, elle sera un peu plus courte. Mais, mais je voulais un peu me livrer à vous, un peu comme un journal intime, un peu comme un journal de bord. Et, et vous montrer que malgré ça aussi, vous donner de l'espoir parce qu'on peut quand même avoir des enfants. Certes, mes grossesses ont été compliquées, j'ai été alitée, j'ai été hospitalisée, j'ai eu des injections pour les poumons des bébés, etc. J'ai réussi à tenir mes grossesses à terme et mes 4 enfants sont en parfaite santé. Donc, n'ayez crainte. Oui, ça peut donner une stérilité sur des personnes, rendre des personnes stériles ou en tout cas compliquer la tâche pour devenir maman. Mais pour certaines personnes, c'est pas impossible. Donc gardez vraiment la foi avec ça. Euh, on a des bonnes surprises parfois dans la vie et voilà. N'ayez crainte, tout va bien se passer. Et à tous les professionnels qui nous lâchent parce que ils acceptent de nous suivre uniquement si on veut un enfant. Bon bah d'accord, vous voulez un enfant, vous avez cette maladie. Ok, il y a des problèmes, vos cycles sont pas réguliers, ça va être compliqué, machin, machin. On va vous aider, madame. Ok. Par contre, si vous arrivez dans le bureau, que vous avez cette maladie et que bon bah vous souffrez, mais vous inquiétez pas, on va mettre un traitement, puis un autre traitement, puis un autre traitement, puis sans parler des traitements qu'on donne. Donc c'est l'Hexacil que j'ai eu pour les saignements, plus les perfusions ou alors même des injections que j'ai eu à l'hôpital pour soit stopper les saignements, soit remonter mon fer. Et malgré ça, on va dire, bon, bah, vous avez ça, on va faire des traitements, puis bah, voilà quoi, hein, de toute façon, que voulez-vous qu'on fasse de plus? Bah, je sais pas, opérez-moi, faites un truc, non? Prenez soin de moi, faites un suivi, faites quelque chose en fait. Pourquoi on s'occupe de nous uniquement quand on veut des enfants? Est-ce qu'on est importante que à partir du moment où on doit procréer? Ou je comprends pas. On peut servir à autre chose, on peut aussi vivre, être indépendante et essayer d'améliorer tous les symptômes qu'on a au quotidien, même si on veut pas d'enfants. Je sais pas. Est-ce que ça vous va à l'esprit, franchement, de vous dire que, ok, on veut peut-être plus de bébés, parce que moi j'en veux plus, mais on a le droit d'être soigné comme tout le monde, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. J'aimerais bien qu'un jour les hommes puissent vivre le tiers, du quart, du dixième, du centième de ce que vivent toutes ces femmes, ou toutes ces personnes, pardon, qui ont des problèmes gynécologiques, des maladies comme ça. J'aimerais juste qu'ils vivent ça juste un petit peu. Et que là-haut, là, plus haut, euh, ils vivent ça de près, vraiment de près, soit dans leur famille, dans leur entourage, ou d'eux-mêmes, qu'ils puissent vivre ce qu'on vit, pardon, et qu'ils puissent se rendre compte qu'il nous faut des solutions. S'il vous plaît, injectez de l'argent dans les hôpitaux, dans les soignants, injectez des moyens, s'il vous plaît, faites des choses, faites évoluer les choses. On n'en peut plus d'être dans l'errance, on n'en peut plus de souffrir, et on a le droit d'être soigné comme tout le monde. Voilà. Bref, c'était mon coup de gueule. À plus tard et merci d'avoir suivi jusque-là. Force à tout le monde. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. En tout cas, je vais documenter. À bientôt et désolée pour ce bazar verbal.